panafricanisme, donc fort de toutes ces grandes figures de l'esclavage, naît aussi dans une période dite de pannationalisme. On voit un peu pas mal de choses en train d'émerger d'une part et l'autre du globe. Ici, le pan-germanisme va nous intéresser. Et donc au 19e siècle, c'est vraiment le mouvement des pannationalismes, le fait de vraiment s'unir, les idées de nation, de race, etc., de race unique, d'unité d'esprit, d'unité de pensée, vont être développées. Donc Brandenburg Gates, la porte de Brandebourg, est un symbole vraiment de l'Allemagne d'aujourd'hui. On va voir un peu comment le pan-germanisme s'est développé, tout simplement. Le pan-germanisme s'inscrit dans un moment où il y avait encore le Saint-Empire romain germanique. Donc, Saint-Empire romain germanique, s'étend de 942 à 1806. Donc, le premier élément qui a bousculé un peu les choses, c'est la réforme protestante du XVIe siècle. Okay. Lors de la réforme protestante du XVIe siècle, il y a un cataclysme. Protestants, catholiques, tout a été bousculé. Il y avait les partisans protestants, il y avait les partisans catholiques. Cataclysme social. Et durant ce cataclysme social, les princes donc des provinces du Saint-Empire romain germanique en ont profité pour remettre en question la papauté. Donc c'était moins en termes de conviction personnelle qui se positionnait, mais plus en termes de comment est-ce qu'on va faire pour utiliser cet événement à des fins politiques. Et donc ils ont commencé à remettre en question l'autorité de la papauté, etc. Et il y a donc commencé à avoir des conflit entre l'empereur Habsbourg, qui était l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et les princes de ces différentes provinces. Ok, ceci a amené à ce que ce Saint-Empire romain germanique soit morcelé en petits territoires indépendants. Ok, donc là on est à la suite de tous ces événements-là. Et au XVIIIe siècle, on a plein d'États morcelés, on a des populations allemandes qui sont un peu éparpillées, et il y a la naissance, ou il y a l'idée du pan-germanisme. Ok, pan-germanisme c'est quoi? C'est une même langue euh, devrait constituer un même État. Ok. Pour surfer sur cette idée et pour pouvoir atteindre ses objectifs, la Prusse utilise cette montée du pan-nationalisme pour constituer l'Allemagne moderne. Ok, l'Allemagne qu'on connaît aujourd'hui. Et la Prusse, donc, utilisant le mouvement pan-nationaliste, va constituer donc l'Empire germanique du Deuxième Reich. Ok. Guillaume Ier étant le roi de cet empire germanique qui a rassemblé les différents États germanophones. Donc c'est grâce au pan-nationalisme, c'est grâce à l'idéologie que le Second Reich aura vu le jour. Et tout ceci se passe en 1871. On a le Second Reich sous l'autorité de Guillaume Ier qui rétablit, en fait, qui assemble les États germanophones. 1871, le Second Reich ou le Deuxième Reich avec Guillaume Ier qui réunit les États germanophones. Et puis là, maintenant, le pan-germanisme commence à prendre de plus en plus corps, prendre de plus en plus forme. Ok. À partir de 1890, on a des mouvements extrémistes liés au pan-germanisme qui vont voir le jour. Par exemple, la Ligue pan-germanique. Et c'est ce mouvement extrémiste qui va influencer le jeune Hitler. C'est dans ce mouvement qu'on parlera de la race et de l'esprit de la race en fait. Et ça va fort influencer le jeune Hitler. Au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, on voit que plusieurs intellectuels vont vraiment poser les bases de l'idéologie pan-germanique. Okay, un de ces intellectuels est Johann Gottfried von Herder,
qui va donc introduire le concept du Volk, qui est la population, qui est le peuple. Cette notion de peuple qui est au-delà des frontières, cette notion de peuple qui est reliée par la langue, qui est reliée par une culture, par une idéologie. Et fort en fait de toutes ces définitions, ils vont vraiment impacter à la création justement d'une unité germanophone. C'est vraiment le pan-germanisme, c'est le rassemblement de tous ces peuples qui ont une unité de langue, donc l'allemand, une unité de culture germanophone ou germanique et une idée d'idéologie. Donc voilà. D'avancer, on continue d'avancer, on voit que c'est un mouvement planétaire finalement, le mouvement de l'expansion du pan-nationalisme. On va aller plus vers l'Est et voir comment ça se passe, donc au 19e siècle. Voilà, donc on va dans l'Est, et les peuples slaves sont y frappés par le pan-nationalisme. On a le pan-slavisme en 1848 qui voit le jour. Ok, donc la promotion, comme pour le pan-germanisme, comme finalement pour le panafricanisme, c'est la promotion, l'intégration et l'unité de tous les peuples slaves. Ok, donc là ici sur l'image vous voyez les différents peuples slaves, ouest slave, sud slave et est slave. Et finalement, ce panslavisme aura comme conséquence d'amener cette unité donc linguistique, une unité d'idéologie une unité culturelle qui vont amener à la constitution plus tard de l'URSS. On continue et on arrive en 1880 avec le pan-turquisme. Pan-turquisme, un mouvement pan-nationaliste, ok, donc c'est l'unification politique et culturelle de tous les peuples turcophones, ok, et ce mouvement va poser les bases qui vont permettre, tout comme avec le pan-germanisme et la Ligue pan-germanique, vont permettre à un extrémisme de voir le jour, et les extrémistes pan-turcs seront considérés comme à l'origine du génocide arménien. Ok, leur objectif sera d'éliminer les minorités non musulmanes afin de créer un nouvel État pan-turc. Donc ici, sur l'image, vous verrez une cartographie finalement de différents pays de langue officielle turque, des subdivisions autonomes avec une langue turque officielle, une subdivision où la langue turque est parlée par la majorité, et aussi une subdivision où la langue turque est parlée par une minorité de personnes. Et donc c'est tout cet ensemble de territoires qui sont visés par le pan-turquisme. On a quitté l'Asie et on revient en Amérique du Nord avec le panaméricanisme, 1823. Donc on voit que vraiment c'est un mouvement planétaire. Tous les peuples ont été affectés sur à peu près tous les continents par cette idéologie. Ok, c'est le panaméricanisme se définit comme un mouvement diplomatique, politique, économique et social qui cherche à créer, encourager et organiser les relations, associations et coopérations entre les États d'Amérique en vertu des intérêts communs. Donc on voit vraiment qu'il y a un mouvement planétaire qui a pris un envol au niveau du 19e siècle, et que les nationalismes nationaux se sont de plus en plus manifestés. On continue à voyager et on arrive maintenant au Moyen-Orient, finalement, avec le panarabisme du 19e siècle. Okay, un mouvement politique, culturel et idéologique fortement séculier. Donc là, on ne parle pas de religieux, c'est un mouvement qui est fortement séculier et qui vise à réunir et à unifier tous les peuples arabes. Il se propose de défendre l'identité arabe. Donc tout ceci est né au 19e siècle, et aujourd'hui, les Daesh d'aujourd'hui, ces personnes qui sont plutôt, qui forment un panarabisme, je dirais, beaucoup plus religieux, ont été devancés au 19e siècle par des séculiers qui se proposaient de défendre l'identité arabe. Donc, le panafricanisme, fort tout d'abord de ces nègres marrons, ou de ces marrons qui ont été visibles dans les différentes colonies,
dans les différentes zones où les esclaves africains ont été déportés. Le panafricanisme qui a été fort des révolutions haïtiennes, de l'affaire Somerset, des courants abolitionnistes, des différents mouvements pan-nationalistes, va trouver en Afrique un nouveau personnage. Je dirais qu'il y a plusieurs personnages qui ont influencé le panafricanisme, mais ce personnage est né en Sierra Leone, Africanus Horton, 1835-1883. On va voir un peu son histoire et comment il a influencé le panafricanisme. Alors, Africanus Horton était ce que l'on appelait un saro, donc quelqu'un qui venait de Sierra Leone, qui était éduqué et qui avait vraiment cet objectif, cette mission de pouvoir transmettre, proposer, répandre les idées panafricaines. Ok. Il a fait ses études secondaires à Freetown, puis il a poursuivi la médecine à Édimbourg. Quand il revient en Afrique, donc en Sierra Leone, il rentre dans l'armée britannique, il s'enrôle en 1859. Directement, peu après son enrôlement, il participe à la guerre anglo-ashanti de 1863 à 1864. La guerre anglo-ashanti opposait l'armée britannique à un peuple, le peuple Ashanti qui se trouvait au Ghana, euh, ancien Gold Coast. En 1868, il est envoyé en Gold Coast. Ok. Et donc, il commence de plus en plus à voir que les peuples donc, africains peuvent se gérer, s'autogérer de plus en plus. Donc, il milite pour que les colonies africaines soient des autonomes, elles puissent s'autogérer. Il écrit dans un de ses livres que les Blancs ont essayé de coloniser, je dirais, l'Afrique, mais qu'ils ont du mal avec les conditions climatiques locales, alors que là où le noir a été déporté, qu'importe la situation dans laquelle il était, qu'importe finalement les conditions dans lesquelles ils étaient traités, mais ils continuaient d'évoluer, de se reproduire et donc de croître. Et donc il proposait justement par rapport à ces idées d'avoir un partenariat avec la population locale afin d'aller plus loin. Il affirme son identité africaine, c'est pour ça qu'il se donne le pseudo de Africanus, et il défend cette identité par rapport aux idéaux et aux idées véhiculées de l'époque.